On l'a dit depuis ce matin, il y a, la Digital Nation ne peut avoir lieu que si on parle de la Startup Nation. La Startup Nation pour un écosystème performant, c'est ce que nous allons partager, en tous les cas, avec de brillantissimes intervenants. Je vais juste inviter, sous vos applaudissements, les invités, les panélistes de la 3e table ronde qui se reconnaîtront. Je les invite sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut les accompagner par des applaudissements, c'est gratuit en plus. Alors, j'ai dans ce panel beaucoup de plaisir à recevoir Sikarim Tezi, en sa qualité d'administrateur directeur général du groupe Richemont. Beaucoup de plaisir à vous recevoir. Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei Northern Africa. Bienvenue et merci d'être là aussi. Hamid Maher, je rappelle que vous êtes managing directeur et partenaire BCG. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Et bien entendu, qui ne connaît pas Zineb Drissi-Khetoni, CEO de Dabadoc. Merci aussi d'être là. Alors, je disais tout à l'heure que quand on parlait de Startup Nation, on ne peut pas la dissocier de la Digital Nation, on ne peut pas la dissocier de la Startup Nation. Et je voudrais faire intervenir dans un premier temps Hamid Maher sur un état des lieux de l'écosystème Maroc. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut benchmarker avec d'autres pays à travers la planète? À toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes camarades panélistes aujourd'hui. Enchanté d'être avec vous dans ce panel. Sur l'état des lieux, et je pense que ça a été dit ce matin, on a pris un retard significatif par rapport à des pays comparables et par rapport à des pays qui, a priori, on aimerait, dans les indicateurs, se retrouver devant, voire loin devant. Le nombre de start-up que l'on crée chaque année reste faible en comparaison de ces pays-là, et un certain nombre de start-up qui se créent par la volonté et par l'énergie des Marocaines et des Marocains qui s'investissent, des investisseurs locaux qui mettent en jeu leur capital et qui prennent des risques, ces start-up-là ne scalent pas, ne passent pas à l'échelle, et ça pour plusieurs raisons. Alors, l'autre élément qui est important en termes d'état des lieux, c'est que nous avons un tissu de talents, des Marocaines, des Marocains, qui est un avantage. Cet avantage s'exprime, comme je l'ai dit déjà au Maroc, qui font des efforts significatifs, et je pense qu'on a des exemples tout à fait intéressants, mais il s'exprime également à l'étranger. L'étranger ne se prive pas de les aspirer. Et il faut savoir qu'en la matière, pour ces talents-là, les frontières n'existent pas. De la même manière, aujourd'hui, on pourrait se demander qu'est-ce qui peut permettre de réaliser la vision de la Startup Nation, l'aspiration que le Maroc appelle de ses voeux depuis un certain nombre d'années. Déjà, à minima, rattraper les pays du continent qui nous ont aujourd'hui dépassés, sachant que c'est tout à fait faisable vu les atouts qu'a le Maroc et qu'on peut aller loin devant. Tout d'abord, il y a les barrières réglementaires. Aujourd'hui, ces barrières sont présentes. Ils ont été, je pense, mentionnés également ce matin, à la fois en termes de barrières concernant l'accès au marché, des barrières qui concernent des licences. On peut se poser la question de combien de licences bancaires ont été accordées depuis les 5 dernières années au Maroc et comparer ça avec d'autres pays, la différence est tout à fait notable. Mais également des incitations réglementaires. Parce que si en Union européenne, des startups ont émergé ces dernières années et ont pris des proportions importantes, c'est parce que le régulateur a poussé certains secteurs, comme par exemple le secteur FinTech ou comme la partie HealthTech, à ouvrir leur système, à créer des opportunités pour que ces startups émergent. Ces incitations réglementaires, aujourd'hui, on peut parler de l'open banking par exemple, qui a été mentionné, je pense, ce matin, n'existent pas encore. Donc,
Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me semble important, c'est qu'on a des family business, des investisseurs privés, des fonds qui investissent pour lancer des startups, hein, les premières étapes. On a peut-être accès par la suite à des fonds importants internationaux. Il nous manque un maillon intermédiaire qui aujourd'hui fait qu'on a beaucoup de startups qui sont un petit peu en mal à trouver la taille critique. Dernière barrière extrêmement importante, le marché marocain, l'accès aux consommateurs marocains. On est un petit marché et on doit permettre à nos startups, quand elles abordent le marché marocain et qu'elles acquièrent des consommateurs marocains, d'avoir la possibilité d'avoir accès à un marché beaucoup plus large, le marché européen, par exemple, sans avoir de barrières réglementaires, mais également de barrières technologiques. On a l'ensemble des startups aujourd'hui travaillent sur le cloud, même pour gérer des données bancaires, pour gérer des données de santé, etc. Si on a des barrières à l'adoption du cloud, évidemment que quand on est au Maroc et qu'on exerce au Maroc, c'est pour pouvoir aller derrière aussi plus loin, aborder un marché plus grand, il faut qu'on puisse avoir accès à ces technologies qui nous permettent de passer à l'échelle et de passer les frontières beaucoup plus facilement. Voilà pour moi un petit peu l'état des lieux tel que je le vois, et je pense que encore une fois, nous avons tous les avantages qui nous permettraient de réaliser ce potentiel. Ces barrières-là, il va falloir les adresser. Merci beaucoup, Hamid Maher, pour cet éclairage. Alors, tu me tends trois perches en même temps. Et donc, parce que tu parlais justement de champions nationaux qui pourraient éventuellement investir dans cet écosystème ou dans des startups. Et on a la chance d'avoir Sikarim Tchazi avec nous en sa qualité d'administrateur, directeur général du groupe Richemont. Sikarim, vous qui avez justement initié une démarche dans ce sens par rapport à ce qui vient d'être dit sur les obstacles, sur aussi les perspectives et les possibilités, quel partage pouvez-vous faire avec nous? Oui, alors donc nous avons découvert un peu par hasard les obstacles, certains des obstacles que Hamid a décrits au travers des investissements que nous avons faits dans certaines entreprises. Certaines peuvent encore être qualifiées de start-up, d'autres sont déjà beaucoup plus mûres aujourd'hui. Et ce que je peux faire, c'est peut-être à la fois donner le point de vue d'un investisseur family office, c'est-à-dire pas fonds d'investissement, mais illustrer par un cas concret certaines des barrières qui ont été décrites. Probablement, je n'ai pas assisté à la séance de ce matin, mais qui ont été énumérées rapidement par Hamid. Donc, effectivement, sur l'un des premiers investissements, celui qui nous a entraînés à aller plus loin dans notre démarche d'investissement, donc celui de Cash Plus, entreprise qui a eu plusieurs vies, une vie antérieure qui était dans un domaine extrêmement banal, le transfert d'argent, notamment transfert d'argent étranger vers le Maroc, et puis qui, à la faveur de la création de la loi sur les établissements de paiement et l'attribution des licences d'établissement de paiement, a donc entamé une mue et a démarré une nouvelle vie en mode start-up dans le domaine du mobile money, du lancement d'une wallet, de l'aspiration à peut-être devenir une fintech. Et là, effectivement, je vais plutôt, non pas rejoindre, mais vous illustrer ce qu'a dit Hamid en donnant les exemples auxquels nous nous sommes retrouvés confrontés. Et ça rejoint finalement, si vous voulez, les difficultés du modèle économique marocain de façon générale. Donc les premières sont les rentes. Vous êtes fintech, mais vous rentrez dans un domaine où finalement beaucoup d'activités, parce qu'elles sont financières, sont finalement considérées comme une chasse gardée des banques, ce qui est quelque chose de particulièrement aberrant et qui est justifié ou pas justifié d'ailleurs de plusieurs façons. Mais toujours est-il qu'il est extrêmement difficile d'exercer des métiers que le régulateur a décidé de réserver aux banques.
il vous est impossible, ou extrêmement difficile d'accorder du crédit, même si c'était sur les fonds propres de votre entreprise. Il a été extrêmement difficile de devenir émetteur de cartes bancaires ou de cartes bancaires du type Visa et Mastercard. Enfin, un grand nombre d'obstacles qui ne découlent finalement que d'une seule chose, qui est une certaine attitude de l'État marocain, qui est en fait de protéger les rentes de situation de certains établissements et d'autres. Les autres obstacles sont ceux qui sont relatifs non pas à une volonté de protéger la rente de situation de tel ou tel établissement, mais plutôt de la difficulté à faire évoluer les réglementations pour permettre, parce que les entreprises, les startups en réalité ne sont que des entreprises qui essayent de profiter des opportunités qui se créent dans un monde qui change presque tous les jours. Et en fait, pour qu'on puisse s'adapter à un monde qui change presque tous les jours, encore faut-il que votre environnement réglementaire et légal ne prenne pas trop de retard à s'adapter au changement. C'est comme un serpent qui cherche à faire sa mue, mais finalement qui n'arrive pas à sortir de sa peau. La vieille peau ne veut pas mourir, il reste dedans. Donc voilà. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est ce que nous avons vécu. Ça ne nous a pas empêché d'investir dans d'autres voies. Et cela, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, vous donner un peu le point de vue d'un investisseur family office, par opposition à un investisseur fonds d'investissement institutionnel et tout ça. Et ça permettrait de comprendre l'écosystème, mais d'une autre façon, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler l'écosystème des startups au Maroc, mais il y a aussi une autre notion d'écosystème qui est intéressante, qui est les écosystèmes qui peuvent se créer, si vous voulez, à l'ombre de certains groupes. Et là, ce sont des complémentarités extrêmement intéressantes, parce que le groupe Richemond que je représente ici, moins qu'on puisse dire, c'est pas vraiment un groupe du 21e siècle. Hein. C'est un groupe qui est né à la fin des années 50, qui a 60 ans d'âge, qui appartient vraiment au monde physique. La marchandise, on la stocke, on la transporte, on la livre et tout ça. Et on a l'impression qu'il est aux antipodes de ce que vivent les startups, mais en réalité, pas du tout. Au Maroc, il n'y a pas beaucoup de startups dont on pourrait dire qu'elles sont véritablement 100% digitales et qui ne vivent que dans un univers digital comme aurait pu l'être Google aux premières années de son existence. Pratiquement tout est digital. Donc en fait, à un moment ou à un autre, l'activité de votre entreprise a un prolongement physique dans la vraie vie. Il y a des marchandises à livrer ou bien une logistique à gérer et des problèmes de RH, beaucoup de choses. Et une start-up qui s'épanouit à l'ombre d'un groupe industriel ou je sais pas moi, ou autre, hein, qui peut être agricole ou je n'en sais rien, a la possibilité de mutualiser ou en tout cas de profiter de certains des services supports qui sont très très bien développés dans un vieux groupe lourd, brick and mortar. Et c'est ce que nous avons pu, encore une fois, moi je vous livre des expériences vécues, je ne suis pas un théoricien du monde de la start-up. C'est donc, nous avons fait plusieurs investissements, mais il y en a deux qui sont connus du public. Donc il y a notre présence dans le capital de Cash Plus et donc notre présence dans le capital de Slati. Et donc, les deux entreprises évoluent entre le monde digital et le monde physique. Et dans la prolongation physique, à la fois notre présence d'administrateurs dans les délibérations sont souvent éclairantes pour un fondateur de start-up qui est vraiment
pas toujours très connectés à la réalité physique du marché. Et ensuite, tout le support qu'un groupe logistiquement lourd peut apporter à la vie d'une start-up. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Karim. On a un premier exemple qui corrobore un peu ce que disait Hamid sur l'état de l'art d'un côté, mais sur une réalité qu'un groupe industriel marocain il peut avoir. J'aime beaucoup l'idée de ce link entre le monde physique et le monde digital, et que le support qui peut être apporté par un groupe industriel peut être favorable à une croissance. D'ailleurs, on reviendra sur ces clés de succès. Je voulais aussi profiter de la présence de Zineb Desirqetoni, qui, elle, est CEO de Dabadoc et qui, je pense que l'entreprise a été créée en 2013. Et donc, à l'époque, je pense que l'idée d'écosystème n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager aussi avec nous? Parce que l'idée, c'est aussi de partager des expériences vécues réelles qui peuvent à la fois inspirer et donner envie à d'autres pour exercer. Alors, ton parcours à toi, comment que ça a été? Très bien. Merci beaucoup, Si Hassan. Ravi d'être parmi vous cet après-midi. Alors peut-être pour rebondir un petit peu avant de parler de mon expérience depuis 2013, peut-être qu'au Maroc on va parler de dinosaures parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on existe. On a été parmi réellement les premières startups à lancer notre service au Maroc, alors que le mot startup n'existait pas encore. Moi, je rebondirais peut-être sur la partie état des lieux, qui, à mon sens, c'est Hamid, est un petit peu péjoratif parce qu'on remonte de très très loin. En 2013, quand on a eu en fait notre idée de projet pour le lancer au Maroc, écoutez, on était vraiment sur un désert. Dans le sens où le mot start-up n'existait pas, l'écosystème n'existait pas. À l'époque, il n'y avait ni incubateur, ni accélérateur, ni finalement marché. L'adoption du digital était très très faible par les citoyens. Et donc, on est arrivé sur un marché où il fallait tout bâtir. Dans le sens où, premièrement, il fallait éduquer le marché à ce que voulait dire le digital. Il fallait finalement convaincre les utilisateurs, les citoyens, notre cible, qui sont les professionnels de santé, les centres de soins, à finalement se dire pourquoi pas digitaliser certains process. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est parti franchement de rien en 2013 pour aujourd'hui quand même avoir un écosystème beaucoup plus fort. Certes, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui, on recense plusieurs incubateurs au Maroc, plusieurs accélérateurs, des investisseurs, mais en tout cas de family office, mais au-delà de ça, nous avons quelques fonds d'investissement, des fonds de capital risque aujourd'hui qui investissent dans des startups marocaines. Et donc, l'écosystème s'est construit sur ces peut-être 8 dernières années et devient de plus en plus fort. Notre expérience personnelle, on va dire qu'il y a eu beaucoup de défis à surmonter. Donc des défis tout d'abord d'éducation, des défis d'accès de marché, des défis administratifs tout simplement, puisque la start-up en soi n'est pas un statut juridique et donc finalement on parle de start-up mais nous sommes une entreprise et donc toutes les complexités de lancer une entreprise, elles ne sont pas forcément liées à la start-up, mais elles sont finalement liées au métier. Et donc, je dirais qu'il a fallu être très, très persévérant durant ces 8-9 dernières années pour arriver à là où on est aujourd'hui. Parce que, comme on le sait tous, finalement, 9 startups sur 10 échouent. Et c'est finalement la persévérance qui fait qu'on a réussi à percer. On a été pionnier dans notre domaine. Donc, pour rappel, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Dabadoc, on est une start-up dans la e-santé. On digitalise et on démocratise l'accès au parcours de soins des patients à travers toutes les différentes parties prenantes qu'un patient doit consulter, médecin, centre de radiologie, centre de soins, laboratoire, etc. Et on digitalise finalement tout le process à l'intérieur des cabinets médicaux, des cliniques, des hôpitaux, pour rendre plus fluide et beaucoup plus transparent ce processus. Donc moi, je dirais que, pour rebondir encore une fois, l'état des lieux est plutôt positif. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il se complète bien évidemment pour qu'une start-up puisse réussir. Bien évidemment, cette start-up a besoin de fonds.
Et il faut investir dans les startups auxquelles on croit. Il y a le seed funding qui est très important. Sans ça, une startup ne peut pas émerger. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un niveau de maturité où l'écosystème est plutôt formé. Maintenant, il faut lui donner un coup d'accélération. Et au-delà de ça, on parle aujourd'hui, la thématique, c'est Digital Nation. Si on veut vraiment être une Digital Nation, il faut aussi accélérer l'inclusion financière. Et je pense que ce matin, il y a eu tout un panel sur ce sujet-là. Quand on sait que seulement 30% de la population est bancarisée, si on veut avoir des startups dans le digital et qu'on ne peut pas effectuer un paiement en ligne, ben, finalement, le succès de ces startups ne pourra pas prendre. Et donc, c'est vraiment travailler tous ensemble pour, je dirais, nourrir cet écosystème pour le rendre encore plus successful. Et c'est toutes ces composantes ensemble qui vont faire qu'on pourrait devenir une Digital Nation. On ne l'est pas encore à 100%, on est sur le chemin. Mais on est sur le bon chemin. En tout cas, merci beaucoup Zineb. Alors, ce que je voulais faire, c'est que dans un premier temps, je voulais qu'on ait vraiment une vue globale sur l'état des lieux au travers de ce que disait Hamid, et aussi des use cases marocaines, comme ça on sait de quoi on parle, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui se fait par les startups montantes, qu'est-ce qui se fait par les grands groupes. Et je voulais vraiment profiter de la présence de Huawei avec nous, puis on la personne de Philippon qui est vice-président en charge de l'Afrique du Nord. L'idée, c'était quoi? C'était de voir les contraintes, les défis qui se posent au Maroc. Et par rapport à ce qu'on se disait hier, il y a à la fois, vous avez une idée sur le volume d'investissement dans les startups en Afrique, quid justement des écosystèmes gagnants, notamment en Chine, et le benchmark sur lequel on peut y aller, nous, en tant que Maroc. À toi la parole, Philippe. Enchanté, je suis Philippe Wang, c'est très content d'être là parmi vous pour discuter le Startup Digital Nation pour le Maroc. Et j'aimerais bien compléter, j'ai vu tout à l'heure, il y a c'est le statut de la situation actuelle, il y a des obstacles, expériences. J'aimerais bien dans une couche différente, l'angle différent en tant que acteur dans le développement digital économique pour la région. Parce que, vous voyez, c'est pour le Maroc, tout d'abord, j'aimerais bien dire un truc, c'est le Maroc, il a du potentiel. Pourquoi? J'aimerais bien chiffrer ce potentiel. Est-ce que selon le plan de développement, pour le Maroc, d'ici 2035, on va doubler le PIB? Et normalement, si on prend le niveau moyen, le digital, c'est l'économie digitale qui représente dans le PIB, dans le monde entier actuel, c'est équivalent à 30%. Donc 30%, si on représente dans doubler le PIB à l'horizon 2035, c'est un chiffre à peu près de 50 milliards de business, on est en train de parler. 50 milliards US dollars. Okay. Donc, d'ici, pour développer, si on va atteindre ces objectifs ambitieux, si le digital économique, ça ne se développe pas, on n'arrive pas l'opportunité d'arriver à ce niveau-là. Donc d'où l'importance vraiment de libérer le potentiel dans le domaine digital. Et en plus, la technologie qui va représenter un pourcentage très important pour l'économie. Parce que la structure, l'économie actuelle pour le Maroc, il y a encore une espèce pour le digital. Et c'est pour ça, dès maintenant, depuis 2021, je vois une augmentation à doubler des investissements viennent de la part des différents fonds en Afrique. En 2021, c'est équivalent à 4 milliards US dollars investir. Et cette année, jusqu'à maintenant, c'est déjà 7,3 milliards US dollars investir dans les startups, dans le domaine ICT, en Afrique. Donc c'est vraiment les gens qui croient, qui voient le potentiel et qui investissent. C'est des fonds d'investissement ou c'est les fonds d'investissement et levée de fonds et voilà. Okay. Et puis pour nous, Huawei, quel rôle qu'on va jouer là-dedans? Parce que comme vous le saviez, Huawei c'est le fournisseur de la solution ICT. ICT c'est la technologie informatique et la technologie de télécommunication. Donc ça, vraiment, on a notre devoir
y accompagner. Ce n'est pas pour l'intérêt économique, aussi pour l'intérêt social. Ok. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a lancé un programme très concret dans la région MENA. On commence par le Maroc, Tunisie, l'Égypte, aussi Éthiopie. On a lancé ce programme, on l'appelle SPAC. Pourquoi on l'appelle SPAC? Si on aimerait bien trouver les étoiles dans chaque pays pour les accompagner. On va donner 3 accès. Il y a déjà 2 ici présents, ou 3. Il y a Dabadoc, il y a Céleste. Voilà, c'est les obstacles qu'on a rencontrés, mais on essaye de mener des solutions. Donc, via ce programme, on aimerait bien faciliter l'accès au marché. Ce n'est pas le marché au Maroc, c'est le marché Maroc, Afrique et en Asie. Donc, c'est un marché plus grand. Deuxième, c'est l'accès à la technologie. Oui, on va mettre à disposition pour des startups sélectionnées par notre comité et donner des accès et les accompagnements technologiques. Par exemple, le cloud, la plateforme, pour développer leurs propres solutions plus facilement avec notre accompagnement. Et troisième, c'est encore, on aimerait bien, parce qu'on est un groupe international, on a beaucoup de ressources, et on aimerait bien faciliter l'accès au capital aussi pour les startups sélectionnées. Si on y croit, on l'accompagne. Et ce sont des fonds en Afrique, aussi asiatiques. Donc on va faciliter. Et ça, c'est très important parce qu'on voit un potentiel bien chiffré. On voit un écosystème, c'est déjà en construction. Et puis, on voit encore notre devoir y accompagner. C'est pour ça qu'on a mis en place ce programme et on a déjà annoncé officiellement en juin dernier à la présence des 3 ministères et pour le Maroc. Donc à ce moment-là, je suis très content de partager notre vision et notre action concrète avec tous les amis ici. Donc c'est à la fois une action où il y a de l'accompagnement, il y a aussi de l'ouverture sur le marché Afrique et Asie et éventuellement un accompagnement financier. On retiendra le nom de ce programme, dont on parlera aussi tout à l'heure. Alors je reviendrai vers notre ami Hamid dans le sourire éclatant, vous l'avez certainement vu. Et l'idée, c'était de se dire, au travers de ce qu'on a vu, là, il y a un premier tour de table qui nous a permis de voir à la fois les défis, les obstacles et les contraintes des uns et des autres, l'offre qui peut se faire par un partenaire qui est Huawei, par exemple. Alors, au travers de ton expertise et ton expérience, parce que je sais que tu accompagnes un certain nombre de structures et au travers de votre cabinet, il y a un accompagnement aussi international. Si on devait identifier des clés vraiment de succès par rapport à tous ces défis qui existent au Maroc, parce que l'idée, c'est de se dire, on sait de quoi on souffre, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir et avec quelle clé de succès et quel levier justement de développement de cet écosystème. Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais déjà rebondir sur le propos de monsieur concernant le fait que quand on parle de Startup Nation et du potentiel du digital, on n'est pas en train de parler de la somme des startups qui agissent au Maroc. On est en train de se dire comment on va en faire un véritable moteur de la croissance économique pour pouvoir employer pas des centaines, pas des milliers, pas des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui ont les potentialités pour pouvoir contribuer à ce secteur-là. Donc, le mot est fort. Hein. On dit Startup Nation, ce n'est pas un petit mot. C'est un mot important. C'est une ambition énorme. Donc, et encore une fois, hein, le Maroc a des atouts considérables pour les mettre en place. Et les startups qui se sont développées jusqu'ici ont fait des efforts très importants et ont eu des succès. Il y en a un certain nombre. Il y a également beaucoup de startups étrangères qui sont installées au Maroc et qui ont développé leurs activités au niveau du e-commerce, de la mobilité, etc., etc. Et donc, la question, c'est comment on fait pour en faire un moteur de la croissance économique. Bon. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut, quand on se place dans cette posture-là, il faut se dire avec qui on est en compétition. Bien sûr. Il y a 2 catégories de personnes importantes. Il y a les gens qui travaillent, des gens qui lancent des startups et qui y contribuent, et il y a les investisseurs. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre à se dire, très bien, moi je suis marocain, ou là j'ai des fonds, je suis industriel, ou là je suis un fonds d'investissement Invisi, comme vous l'avez signalé, madame, et je vais faire un trade-off.
est-ce que je vais monter ma start-up au Portugal? Parce qu'on va me poser aucun problème pour y aller. Si jamais je suis avec un talent, les frontières s'ouvrent. Bien sûr. Et ils ne se privent pas, comme on a pu le voir ces dernières années. Malgré, ils ne se privent absolument pas. Et donc, là-dessus, il faut savoir qu'il y a une fongibilité totale. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et pour un investisseur, c'est pareil. Notamment les investisseurs internationaux, les fonds d'investissement, y compris certains investisseurs nationaux dont les fonds sont à l'étranger pour des raisons justement de régulation. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Les ingrédients, c'est quoi? C'est tout d'abord de se dire, il faut se mettre au même niveau d'attractivité sur la régulation. Sinon, on a un avantage compétitif qui perd. Là, je suis en train de parler du pays pour qu'il gagne par rapport à la compétition, du Portugal, de l'Espagne, de l'Égypte, qui a fait un bond sur la partie fintech significative en termes juste de changement réglementaire. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des investissements massifs et des startups massives qui se sont développées en Égypte. Le niveau réglementaire, il faut être compétitif. Ce n'est pas une question de je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Si on veut gagner sur la partie start-up au niveau de notre environnement, il faut quand même rappeler qu'il n'y a que quelques kilomètres entre nous et l'Europe. Donc même un talent, il peut habiter au sud de l'Espagne, au sud du Portugal et venir chez lui comme s'il habitait à Tanger et à la Casa. Et donc il faut avoir cet élément-là. Il faut donner des perspectives de développement en se développant sur le marché marocain, à l'instar de ce qu'a fait Israël avec les États-Unis. On commence un start-up en Israël, d'un coup on reçoit les fonds, on arrive à exercer aux États-Unis et on a une échelle formidable. Donc ça, c'est le deuxième élément, sécuriser que nos start-up, en se mettant au bon niveau de régulation, en ouvrant justement les barrières réglementaires avec le marché très important que constitue l'Union européenne en face, de s'assurer qu'effectivement, ils ont la possibilité de croître sans qu'il y ait de barrières. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et cet élément-là rassure et les investisseurs et les talents. Le premier élément. Le deuxième élément, qui est un élément que vous avez mentionné, nous avons des champions nationaux, que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine des fertilisants, dans le domaine de la santé, et des champions nationaux également représentés à travers l'État. Vous parliez, madame, du développement de Dabadoc. Eh bien, en France, il y a eu, à un moment, une ouverture massive et une incitation massive de l'État pour faire en sorte que les accès aux hôpitaux et aux services de soins publics puissent se faire à travers les applications. Bon, en France, c'est une grosse partie du marché qui, d'un seul coup, donne un coup de fouet au secteur. Bien sûr. Au Maroc, on est en train de parler de la généralisation de la protection sociale. On va se retrouver avec une vague importante. On a énormément de services hospitaliers publics. On pourrait tout à fait imaginer la même chose. Pour vous donner un comparable sur ces éléments-là, le rôle des corporates maintenant privés, c'est que de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est que si la concurrence des startups ne vient pas les titiller pour innover, pour investir, pour se mettre à l'échelle de ce qui se passe ailleurs en Europe, par exemple, sur les secteurs similaires, eh bien, on va se retrouver avec des banques ou des industries européennes qui, elles, sont stimulées par les startups et ont peur et donc réagissent parce qu'ils ne sont pas protégés ou même la régulation encourage ces startups à se développer. Eh bien, eux, ils se développent plus vite. Donc, du coup, ils doivent, pour pouvoir se maintenir au bon niveau de compétitivité, s'ouvrir. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir autour de comment on crée des cadres, d'écosystèmes autour de champions nationaux, avec peut-être des éléments de régulation, de barrières d'accès au marché qui soient facilités, encore une fois, par la régulation, pour avoir une relation mutuelle, symbiotique, entre des startups qui sont en train de se développer et des champions nationaux qui, du coup, se retrouvent à innover, à l'instar de ce qu'a décrit Sikarim. Et tout dernier point, qui me semble important, c'est de continuer à accélérer la formation sur les secteurs qui sont importants, sur les domaines de formation qui sont importants. Pourquoi ? De toute façon, ces gens que l'on forme dans les technologies de l'information, dans les data science, dans l'entrepreneuriat, sont
des talents fongibles. Bien sûr. L'essentiel, c'est que ces gens trouvent un emploi et qu'ils aient une expérience et qu'ils reviennent. Si on leur ouvre les portes et qu'on enlève ces barrières-là, eh bien, ça va se passer. Et je pense que, véritablement, prendre en compte cette vision de se dire, alors, on est en compétition, Bien et sûr. donc il faut qu'on aligne les facteurs de compétitivité avec les autres pays, va nous permettre de réaliser le potentiel que tout le monde appelle de ses voeux. En tout cas, merci beaucoup, Hamid. Je sais qu'il y a tellement de choses à développer, mais j'aime beaucoup l'idée de la compétitivité, même sur le plan réglementaire, pour qu'on puisse être à la page vis-à-vis de pays concurrents ou des pays même partenaires, mais avec lesquels on se doit de se benchmarker. Je parlais justement de ce link entre start-up et investisseurs, et je voudrais encore une fois profiter de la présence de C. Karim Tziazi, parce qu'il y a une expérience probante, c'est-à-dire qu'ils ont fait, Richemont a fait, il a accompagné, il a ouvert les portes, il a investi. Comment est-ce qu'on peut se projeter au travers de cet exemple Richemont sur les 5 prochaines années en termes d'écosystème? Qu'est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Bon, si vous voulez, tout ce qu'a dit Hamid résume bien les défis qui sont en face à l'effort marocain de devenir une digital nation. Moi, je comprends parfaitement que l'Assemblée de l'OSIM se doive de se tenir sous un slogan qui est volontariste, dynamique, qu'il doit y avoir des messages d'optimisme et de dynamisme, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Les obstacles sont énormes et ils relèvent véritablement du modèle économique et politique marocain. Et donc je pense qu'il est important, probablement si des recommandations sont émises au terme d'une telle conférence, que l'OSIM joue son rôle, qui est celui de rappeler encore une fois les différents obstacles à l'entrepreneuriat, parce qu'après tout, c'est un obstacle à entreprendre, et qui doivent encore être levés. Maintenant, ceci dit, si vous voulez, il y a 2 étages à la fusée. Il y a le fait de scale up à l'échelle internationale. Et là, effectivement, si les obstacles qui ont été décrits ne sont pas levés, il ne faut pas se mentir à soi-même, on n'ira pas très loin. Et tout ce qui est Startup Nation et Digital Nation resteront des vœux pieux. Maintenant, il y a aussi, et c'est là que peuvent intervenir les champions nationaux, qu'ils soient privés ou publics, il y a tout ce qui est possible de faire pour capitaliser sur la transformation de toute façon inévitable que le numérique va apporter à toutes les économies du monde. C'est-à-dire qu'une start-up s'établisse à l'échelle mondiale ou qu'elle ne s'établisse pas, de toute façon, l'économie marocaine va connaître des transformations profondes qui lui offrent des opportunités, certes limitées, mais qui lui offrent des opportunités. Et dans ça, je pense que s'il y a véritablement une vision volontariste, ou en tout cas au moins une démarche volontariste de la part de l'État marocain ou de la part des autorités de tutelle pour faciliter, rapprocher un petit peu ou accompagner l'éclosion, en tout cas au moins d'écosystèmes nationaux autour des champions nationaux, et Dieu sait quand même qu'il y en a au Maroc, entre privé et public, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, on pourrait déjà au moins permettre l'éclosion de ce qui serait le noyau dur, le début d'une Startup Nation. Mais je crois que il est extrêmement important de dire que non seulement nous n'y sommes pas, mais nous sommes encore très très loin. Malgré toute la bonne volonté et le désir d'être volontaire et positif et optimiste, nous sommes encore très très loin et il faut regarder la réalité avec lucidité. En tout cas, merci beaucoup aussi Karim Tziazi pour cet éclairage. Je pense que on retiendra également que la Startup Nation passera par un startup écosystème fort
autour justement des champions nationaux. Je pense que c'est une idée qu'il va falloir creuser, développer, sur laquelle on peut, à travers elle, inspirer d'autres justement champions nationaux. Et c'est comme ça qu'on pourra scaler et les startups et aussi avoir justement ce devoir d'apporter de la valeur ajoutée gouvernementale sur le plan réglementaire, légal, fiscal, juridique, etc. Alors, il y a une deuxième question que je voudrais poser à Zineb, CEO d'Abadoc, c'est comment est-ce qu'une start-up qui a démarré en 2013, nous sommes en 2022, comment est-ce qu'elle se projette sur les 5 prochaines années avec l'écosystème de start-up bien sûr. En tout cas, déjà, je ne peux qu'acquiescer en tout cas avec les propos de mes collègues, parce que finalement, bien sûr qu'il y a des failles dans le système. Si Hamid a insisté sur le cadre réglementaire, si aujourd'hui on veut réellement s'internationaliser, parce que finalement le marché marocain reste petit, à horizon continental ou à l'international, déjà il faut réellement adopter une politique de change qui soit, en tout cas avoir un cadre réglementaire de change qui soit adapté et spécifique aux startups. Ça, c'est indéniable. Si on veut réellement devenir une digital nation, parler de startups à l'international, ça, on va dire que c'est le b.a.-ba. Oui, vas-y. Maintenant, la vision dans 5 ans, réellement, pour nous, en tout cas en tant que start-up, c'est de continuer de se développer. On a réussi à se développer dans plusieurs pays en Afrique. Nous avons une roadmap, on va dire, assez fulgurante dans le sens où plusieurs pays sont prévus pour 2023. Le développement de l'écosystème au Maroc, moi je pense qu'il ne peut qu'aller dans le bon sens. Bien sûr qu'il a ses limites, on reste optimiste, mais encore une fois, c'est vraiment grâce au travail et la convergence de tous les acteurs qu'on va pouvoir y arriver. Je retiendrai justement le mot optimisme qui, je pense, caractérise toutes les interventions dans ce panel, parce que je pense qu'on se projette en ayant envie justement d'oser des choses, de se développer. En 3 mots, pour toi, l'écosystème du futur au Maroc, ce serait quoi ? Écoutez, un écosystème beaucoup plus ouvert à l'international, des startups fortes, dans le sens à forte valeur ajoutée, qui proposent des services pas seulement pour le pays, mais réellement qui s'internationalisent. Et aujourd'hui, on en voit quelques-unes qui commencent à s'exporter. Donc, et puis aussi, finalement, devenir un hub et attirer beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de capital, de fonds capital risque, VC Venture Funds. Ce qui est déjà, en tout cas, le cas. On attire déjà quelques fonds d'investissement, mais encore plus à développer. Et puis aussi développer l'écosystème de fonds d'investissement marocains et croire aux startups marocaines. Parce que je pense qu'il y a aussi une croyance qu'il faut réellement développer. Je pense que ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance à la fois sur le plan réglementaire, mais aussi la confiance dans ce que peuvent apporter les startups aux entreprises, petites ou grandes, même aux administrations. Philippe Pong, pour toi, Startup Nation au Maroc, si au travers du benchmark qu'on peut faire avec, par exemple, la Chine, etc., quelles sont les clés de réussite sur les 5, 10, 15 prochaines années, si on peut avoir une image? Je pense que c'est la clé de réussite. C'est le public et le privé, il faut que ça soit engagé ensemble. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé de public. En fait, je vais vous donner un cas très concret. Je ne vais pas aller loin, c'est juste un cas concret. En Éthiopie, il y a un opérateur qui se lance dans le business FinTech, en profitant assouplissement réglementaire. En 6 mois, leur plateforme a eu 20 millions d'utilisateurs. Vous voyez, lever le potentiel. Ça, c'est le cas concret. C'est vraiment, il y a du potentiel et de business model qui s'adaptent. Ça. Mais le plus important, c'est l'engagement du secteur privé. Secteur privé, il faut que ça soit de niveau. Ça, c'est un investissement à long terme, mais il faut que ça soit fait. Tout d'abord, c'est la formation. Parce que si on parle de digitalisation, mais notre nouvelle génération qui n'arrive pas à maîtriser la technologie, ça ne va pas avancer.
Donc Huawei, qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans toute la région, hein, mais je parle pour le Maroc, on a signé avec 54 universités pour leur fournir une formation, la plateforme, gratuitement. Ça, c'est l'investissement de la part de Huawei. On a déjà formé 10 000 étudiants, livré plus de 22 000 certifications métiers Huawei, hautement qualifiées, facile à l'accès aux emplois, facile à créer leur propre boîte. Donc ça, c'est concret. C'est ça. Et voilà, j'aimerais bien, c'est que j'ai l'occasion de partager ça, et j'aimerais bien trouver encore plus de partenaires, de l'ouvrir notre potentiel, notre savoir-faire, pour profiter du développement économique, social dans ce secteur-là. Ça, c'est la formation. Deuxième, tout à l'heure j'ai cité, c'est lancer des programmes concrets, accompagner concrètes des startups. Donc pour le Maroc, tout à l'heure je n'ai pas donné les chiffres, on a lancé officiellement depuis juillet passé. Et notre but, c'est de trouver les 5, entre guillemets, futures licornes marocaines. Si on arrive à trouver des pionnières, on l'appelle le catalyseur, donner un modèle, un cas concret de réussite de la création dans ce domaine-là, ça va encourager d'autres qui vont aller plus loin. Et puis, j'aimerais bien encore une fois, et ne pas juste parler sur le Maroc, j'aimerais bien donner un pont, un bridge vers l'Asie, vers la Chine, vers d'autres marchés. La solution marocaine peut aller plus loin, conquérir d'autres marchés. Ça, j'aimerais bien voir, parce qu'on voit le potentiel, mais on va concrétiser ce potentiel-là. Dernière, j'aimerais bien ajouter encore une fois, l'écosystème. L'écosystème et la formation, c'est juste la base de la réussite et du développement économique. Parce qu'on parle de start-up, finalement, c'est quoi? C'est se faire développer économique et avoir bien-être au niveau social pour tout le monde. Donc ça, c'est la base qu'on a parlé, mais il ne faut pas oublier, si on veut développer l'économie numérique, il y a encore 3 dimensions, très importantes. La première dimension, c'est la connectivité. C'est comme l'autoroute virtuelle, l'investissement dans l'infrastructure. Le Maroc, on a déjà un positionnement avancé par rapport aux autres, mais si on veut aller plus loin, il faut que la partie connectivité soit plus solide, soit investir. Et ça, c'est un premier. Deuxième point, c'est la compétence, c'est la capacité, c'est la puissance de calcul. Ça veut dire, c'est une fois qu'on a l'autoroute digitale, toutes les données qu'on a collectées, mais il faut qu'on ait un moyen de calculer, traiter et faire valoriser ces données-là, ces data. Donc ça, c'est deuxième dimension, c'est la puissance de calcul. Ça se base sur le centre de calcul, le data center. Il faut que ça soit les équipements et les établissements soient installés prêts. Pas que pour le Maroc. Le Maroc peut très bien servir le sous-région si on a cette base solide. Troisième, il ne faut pas oublier, troisième dimension, c'est encore plus important, c'est la décarbonation. Ça, c'est pour se développer dans la durabilité. Donc, une fondation, il faut qu'on soit construit ensemble avec ces 3 dimensions-là. Le reste, c'est le service se développe dans chaque secteur avec la nouvelle génération, avec les entrepreneuriats. Donc, voilà. Vous voyez, on parle d'une partie, c'est déjà très challengé, mais il y a d'autres parties à compléter. Mais je pense que si on a une vision partagée entre tous les acteurs ici, on peut avancer main dans la main et le résultat, c'est impressionnant. Ça peut bien atteindre. Sûr, bien voilà. sûr. En tout cas, merci beaucoup à nos panélistes pour 2 raisons. La première, c'est je pense qu'on a dépassé le temps d'1 seule minute et donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. On m'avait proposé hier de mettre une oreillette pour qu'au cas où il y a un dépassement, j'ai vu 1 minute de dépassement, je me suis dit, waouh, on va les applaudir quand même. La deuxième, c'est que je pense qu'on a surfé sur un sujet qui est la Startup Nation, mais vraiment dans toutes ces facettes, puisqu'on parle d'écosystème, on parle justement des obstacles, on n'a pas peur de les afficher, de les dire, parce qu'il faut se décomplexer par rapport à cela, il faut pouvoir se dépasser,
Pratiquement tous les mots ont été proposés, compétitivité, innovation, emploi, compétences, la main dans la main, le public et le privé. Je pense qu'au travers de cela, il y a un contenu qui va être certainement élaboré par le comité scientifique de l'OSIM et qui sera certainement partagé avec les pouvoirs publics. Saint-Exupéry disait « Reçois ceux qui peuvent te rendre meilleur et accueille ce que tu peux rendre meilleur ». On apprend dans l'échange. C'est ce que justement nous avons vécu dans cette troisième table ronde. Sous vos applaudissements, je vais demander à mes panélistes de m'accompagner pour une photo ici. Alors, les photos, généralement, se passent en silence. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi partager avec nous votre sourire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Un sourire, il peut être aussi accompagné d'applaudissages. Le mot n'existe pas, mais je me suis permis de l'inventer. En tout cas, merci beaucoup à Hamid, Karim, Zineb, Philippe